Alors bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Est-ce que quelqu'un peut me dire, hein, si vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Alors, je vais vous présenter donc le master 1 droit des affaires et fiscalité. Hem, donc d'abord une petite photo de l'université Paris-Dauphine pour ceux qui n'y sont pas déjà venus pour voir, à quoi ça ressemble, donc à Paris dans le 16e. Une présentation rapide des intervenants. Donc je suis Dorothée, Gallois-Cochet. Je suis, professeure de droit privé, professeure ici à l'université Paris-Dauphine depuis 2013 et je serai responsable de ce master 1 droit des affaires et fiscalité l'année prochaine, en 2025-26 et c'est à ce titre que j'assure cette présentation et j'ai, invité à assurer cette présentation, avec moi ou à mes côtés, mon collègue Georges Decoq, qui est également professeur de droit privé à l'université Paris-Dauphine, parce qu'il assure, la responsabilité du master 1 mention droit cette année et on va le voir juste après. Comme il s'agit d'une création, de diplôme, il y a certaines choses qu'il connaît, bien pour, s'en occuper cette année. Donc voilà pourquoi je lui ai demandé de pouvoir également y assister. Il va sûrement nous rejoindre un petit peu en retard, car il assure pour l'instant la présentation d'un autre master qui, était présenté à 17h30. Alors, quelques éléments, généraux sur le master 1 droit des affaires et fiscalité, que j'appellerais peut-être parfois le master DAF. D'abord donc ce parcours, de master 1 est un parcours de la mention de master droit des affaires. Et donc, pour situer dans l'environnement, il faut savoir qu'il y a 2 parcours de M1 dans cette mention de master. L'autre parcours étant le parcours de master 1 droit européen et international des affaires. Alors, je propose à ceux qui nous rejoignent de couper leur micro. Il y aura bien évidemment un temps de questions à la fin de la présentation, mais je vais d'abord, vous présenter, les différents éléments. Donc, l'autre chose importante à savoir, c'est que la mention de master droit des affaires est une mention qui est nouvelle à la rentrée 2025 dans le cadre de nouvelles offres de formation, puisque actuellement nous avons une mention de master droit qui éclate en fait en 3 mentions distinctes, notamment la mention droit des affaires. Et c'est la raison pour laquelle ce parcours de M1 est donc une création, c'est un parcours nouveau à la rentrée 2025. Autre point important à savoir, sa capacité d'accueil, qui est de 45 places. Et puis enfin, savoir que le diplôme obtenu à la fin du M2 est un diplôme national de master. C'est important de le savoir parce qu'à Dauphine, il y a par ailleurs beaucoup de diplômes de grands établissements qui sont délivrés. Là, il s'agit donc d'un diplôme national délivré par l'université PSL et préparé à l'université Paris-Dauphine PSL. Du fait qu'il s'agit d'un diplôme national, le coût de la formation, c'est le montant des droits nationaux, 250 € cette année, montant fixé par voie réglementaire et qui sera, tu prends ton ordi, Georges? Ouais. Et qui sera donc ajusté l'année prochaine. Voilà. Donc, ensuite, je viens de vous parler de l'université PSL et de l'université Paris-Dauphine PSL. Donc c'est pour situer un petit peu dans l'environnement. Donc PSL d'abord, c'est une université, de recherche qui est, très présente dans les classements internationaux. Vous avez là tous les classements qui s'affichent, je ne vais pas vous en faire la lecture, mais c'est important de savoir que l'université Paris-Dauphine en fait, fait partie des établissements, créateurs et puis maintenant membres de cette université PSL dans laquelle il y a beaucoup, de membres, tout aussi prestigieux. Vous voyez le tableau qui s'affiche, Médéline ParisTech, l'École normale supérieure, Chimie ParisTech et cetera. Voilà, donc on est au sein, de ce grand ensemble qui permet d'avoir de la visibilité à l'international puisque Dauphine a une marque assez, reconnue, connue au plan national et PSL nous donne cette visibilité, internationale. L'université Paris-Dauphine PSL, c'est un grand établissement d'excellence. Nous sommes, fiers de notre double identité, à la fois d'université, université de recherche, comme tous les membres de PSL et puis, grande école également puisque faisons partie de la conférence des grandes écoles. C'est une référence européenne et à l'international en sciences des organisations et de la décision dont, fait partie le droit, j'y reviendrai. Et puis, nous sommes aussi la première université française à avoir été accréditée EQUIS,
qui est un label européen de référence internationale. Enfin, pour avoir une idée du nombre d'étudiantes et d'étudiants, j'ai indiqué que c'était une université à taille humaine, puisque cette année, il y a un peu plus de 9000 inscrites en formation initiale. Là, je vous ai mis un petit schéma de l'offre de formation globale de l'Université Paris-Dauphine. Évidemment, ce n'est pas l'ensemble de cette offre qui vous intéresse, mais c'est pouvoir situer le master dans son environnement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de formations, évidemment, de licence, qu'il y a des formations, il y a toute une branche mathématiques informatique qui nous intéresse moins, et nous, on se situe dans la partie du haut, dans la branche bleu foncé, dans la branche où il y a à la fois de la gestion, des sciences sociales, de l'économie et aussi du droit, et c'est ça qu'on appelle les sciences de l'organisation. Et dans cette branche-là, vous avez 20 mentions de master, donc dans un département qui s'appelle Master en sciences des organisations, MSO, dans lequel il y a pas moins de 77 parcours de M2, donc le droit est un sous-ensemble, évidemment, au sein de tout cela. Nos formations sont toutes irriguées par la recherche. La recherche à l'Université Paris-Dauphine PSL, ça représente 6 laboratoires de recherche. Vous avez ici leur présentation visuelle qui s'affiche. 6 laboratoires de recherche, évidemment dans les branches que je viens de citer, c'est sans surprise. Et pour le droit, c'est donc le Centre de recherche droit Dauphine qui apparaît ici, qui est l'équipe d'accueil des enseignants-chercheurs en droit, qui est finalement le laboratoire support de toutes nos formations en droit. Pour avoir un ordre d'idée, il y a presque 300 enseignants-chercheurs, chercheuses à Dauphine, et le centre de recherche droit, c'est 27 enseignants-chercheurs ou enseignantes-chercheuses. Donc vous voyez que c'est une petite équipe au sein de ce très grand ensemble que constitue Dauphine, et puis aussi une école doctorale pour ceux qui voudraient poursuivre ensuite en doctorat. Paris-Dauphine est une université engagée avec une politique de responsabilité environnementale et sociale de l'université qui est un axe stratégique important pour une université responsable. On a été parmi les premières universités françaises ayant obtenu le label développement durable et responsabilité sociétale, et ce label vient de nous être renouvelé en janvier 2025. Donc c'est un axe important et dont nous sommes évidemment fiers. Et donc différentes actions qui se déploient autour de cet axe, et notamment la présence d'un conseil environnemental et social dans l'établissement. Enfin, j'indique que le campus parisien est en pleine transformation. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des travaux avec la construction d'une nouvelle aile. Donc, vous voyez sur le dessin qui est en bas à droite de mon slide, une aile qui se dresse, qui est en train de se monter en fait au milieu de la cour ici. Donc, il y a pas mal de travaux en ce moment. Cette aile doit être livrée en mai de cette année. Ça veut dire qu'à la rentrée prochaine, il y aura encore d'autres travaux de réhabilitation et d'aménagement des ailes existantes. Donc, c'est important pour ceux qui rentreront en 2025 de savoir que vous allez vivre dans un environnement qui est en cours de transformation. Évidemment, les travaux n'ont pas lieu aux heures de cours en principe, mais il y a parfois quelques petits désagréments. Et voilà, le campus tout neuf, a priori, vous prévoyez votre master en 2 ans. Donc, vous serez là pour son inauguration, mais vous allez vivre dans un site en travaux. Alors, j'en viens maintenant au cœur de la présentation, et donc la présentation du Master 1 droit des affaires et fiscalité, plus précisément. Les objectifs de la formation, l'objectif principal, c'est de former des juristes en droit des affaires de haut niveau et ayant pour ambition d'intégrer une profession juridique ou judiciaire. Pour cela, quels sont les moyens que nous nous donnons? D'abord, de permettre l'acquisition par les étudiantes et les étudiants des enseignements fondamentaux en droit, notamment les enseignements utiles pour la préparation des concours, mais aussi nous mettons l'accent sur une pédagogie innovante, un travail personnel de recherche et une ouverture à l'international avec, vous allez le voir, de nombreux cours de droit qui sont dispensés en anglais. Donc, l'accumulation de toutes ces ambitions fait qu'il s'agit évidemment d'un parcours exigeant. L'organisation de l'année universitaire, elle est assez classique, me semble-t-il. Organisation sur 2 semestres. Chaque semestre comporte 12 semaines de cours plus une semaine de révision. Ensuite, des examens à la fin de chaque semestre. Une deuxième session qui aura lieu en juin. La rentrée des cours est déjà fixée au lundi 1er septembre prochain.
Et le planning hebdomadaire de cours, il faut savoir que les cours à Dauphine sont organisés par créneaux de 1h30 avec une pause de 15 minutes entre chacun qui n'empiète pas sur les heures de cours. Les cours peuvent commencer à partir de 8h30 et se finir à 20h30, éventuellement à 18h45, ça dépend des semaines. Et donc, évidemment, vous pouvez avoir cours à n'importe quel créneau sur ces créneaux possibles pour faire des enseignements. Il faut savoir aussi qu'une partie des cours sera mutualisée avec le deuxième parcours de M1 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le parcours de droit européen et international des affaires. Notre parcours a une capacité d'accueil de 45 étudiants. Le deuxième parcours a une capacité d'accueil de 20 étudiants, donc ça veut dire qu'au maximum, il y aura 65 étudiants dans les cours, mais une partie des cours sera en groupe dédoublé. Je vais vous présenter ça juste après. J'invite tous ceux qui nous ont rejoints, peut-être en retard, à bien fermer leur micro pour éviter les bruits parasites. Alors, la maquette des enseignements, je vous la présente en 2 slides, une pour chaque semestre. Donc là, vous avez la maquette du premier semestre, le volume horaire total, 252 heures, ça correspond à 21 heures de cours par semaine. C'est exigeant, mais pas trop, parce qu'il y a pas mal de travail personnel en master, vous vous en doutez. Et donc là, vous avez la liste des enseignements qui s'affiche. La colonne format, en fait, quand j'ai précisé 18 plus 9, ça veut dire que pour les 27 heures de cours, il est prévu qu'il y aura 18 heures qui seront données avec l'ensemble du groupe, et puis 9 heures qui seront dans des groupes dédoublés pour vraiment se concentrer exclusivement sur des exercices pratiques ou des cas pratiques ou des choses comme ça. Donc, vous voyez la liste des cours, droit des sûretés, droit bancaire, droit des sociétés et gouvernance d'entreprises durables, droit de la procédure civile approfondie, droit fiscal de l'entreprise, technique comptable et financière, droit des marchés financiers, droit de la concurrence et puis un business game dont mon collègue Georges pourra vous parler peut-être. Georges, tu veux dire quelques mots peut-être pour expliquer? Oui, Parce que autant les cours avec des intitulés, bon, c'est assez oui, facile, bonjour. j'imagine. Alors, en fait, un module d'enseignement qui est un exercice pratique qui varie tous les ans. Et les étudiants du M1 sont associés aux étudiants du BFA. Donc, c'est un master banque, finance, assurance de Dauphine, qui ne sont pas des juristes. Et par équipe, ils doivent répondre à des questions qui leur sont posées. Alors, je ne suis pas très précis parce que comme c'est un financier cette année qui avait fait le sujet, c'est lui qui coach. Vous avez un coach financier et des coachs avocats qui vous encadrent et c'est eux qui vous font travailler généralement vous font venir dans leur cabinet ou dans leurs études le soir après les cours vers 18 heures et vous font travailler pour vous préparer. Et il y a une restitution à la fin du semestre devant un jury composé d'enseignants du BFA et d'enseignants du M1 et qui classe les équipes et qui attribue des notes. Voilà. Merci. Et puis ensuite, vous avez une option. Donc là, vous avez un cours à choisir parmi les 4. Donc, droit public des affaires approfondies, droit des contrats internationaux, droit des assurances et fiscalité du patrimoine. Ensuite, au semestre 2, alors là, la particularité au semestre 2, c'est, vous allez le voir, il y a beaucoup d'enseignements qui sont des cours de droit en anglais, notamment pour permettre une mobilité au semestre 2. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Donc là, le volume horaire, facialement, il est moindre, il est de 210 heures, mais c'est parce que au semestre 2, vous avez un travail personnel de recherche qui est prévu, qui consiste à faire le plus souvent un mémoire ou éventuellement la rédaction d'un article, et donc qui nécessite évidemment un certain temps de travail personnel qui explique qu'il y ait un petit peu moins d'heures de cours avec les enseignants. Donc là, sur la maquette, vous voyez, vous avez le droit des entreprises en difficulté, l'European Human Rights, qui consiste en fait à étudier la jurisprudence de la CEDH, qui est très utile pour la préparation aussi du CRFPA, droit pénal des affaires approfondies, et à nouveau 2 cours plus innovants qui sont Business Game 2 et un moot courte
Tu veux aussi en dire un mot, Georges? Non, de ces deux cours. Alors, en fait, il s'agit de création. Donc, sur le business game du deuxième semestre, il s'agit ici de faire, en fait, encore une fois avec un cabinet d'avocats partenaire, une due diligence qui obligerait à mobiliser des connaissances dans différentes branches du droit, à la fois droit des sociétés, droit de la propriété intellectuelle, droit social, droit fiscal. Et donc un business game qui serait un peu plus ciblé juridique par rapport au premier qui se fait en partenariat avec des financiers, mais qui aussi oblige à pouvoir travailler avec les financiers, comme ça peut être le cas dans la vie réelle plus tard. Le deuxième, le mood court, c'est en fait de travailler sur un procès fictif, à nouveau avec un cabinet partenaire qui ferait travailler les étudiants sur un vrai cas sur lequel il est intervenu par le passé, avec des équipes de demandeurs, de défendeurs et puis de juges. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'existe pas pour l'instant dans le M1 et que des collègues sont en train de préparer, mettre en place pour l'année prochaine. Et puis, vous le voyez, il y a aussi une expérience professionnelle qui consiste en un stage ou bien la participation à la clinique juridique. J'y reviendrai dans un slide qui suit de manière un peu plus précise. Puis d'autres cours qui apparaissent ici, donc European Competition Law, Corporate Law, Financial Law, Comparative and International Taxation, and Law and Sustainability. Donc voilà pour la maquette. Alors les modalités pédagogiques, comme vous l'avez vu avec la présentation des maquettes, elles reposent à la fois sur l'enseignement en groupe et l'interactivité. Elles visent à favoriser l'acquisition des savoirs fondamentaux qui sont importants pour la préparation des concours, mais aussi un savoir-faire opérationnel en situation pratique avec les business games et puis le mood court tutoré par des professionnels qui contribuent aussi à l'acquisition de savoir-faire et de savoir-être. Et puis enfin, la formation à la recherche, qui est un aspect important, a fortiori dans une université de recherche, avec ce travail personnel de recherche qui est demandé aux étudiantes et aux étudiants. Je reviens sur l'unité d'enseignement d'expérience professionnelle obligatoire. Il s'agit soit d'effectuer un stage d'au moins 2 mois consécutifs, stage qui peut être effectué soit avant la rentrée en M1, dans les mois d'été en fait qui précèdent la rentrée, soit pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait à l'issue du second semestre, mais auquel cas ça vous oblige en fait à relever de la session 2 si vous faites votre stage en mai, juin. Soit l'autre possibilité, c'est de participer pendant l'année en fait à la clinique juridique qui permet d'accompagner des startups de l'incubateur de Paris Dauphine PSL sous la supervision d'un avocat. Tu veux dire quelques mots, Georges, de la clinique juridique? Oui, alors généralement, cette clinique juridique est un partenariat avec le cabinet KPMG qui a organisé ce qui coachait les étudiants de la clinique. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai précisé ici qu'il était possible de faire une année de césure entre le Master 1 et le Master 2 parce que souvent, les étudiantes ou les étudiants se posent la question. Donc, oui, effectivement, c'est possible de faire une année de césure. Et quand les projets sont cohérents, documentés, on n'a pas du tout d'opposition à cette année de césure. Ensuite, quelques mots sur une modalité pédagogique un peu particulière qui est la trajectoire recherche qui est proposée à tous les étudiants des parcours de M1. La trajectoire recherche, c'est en fait une formation à la recherche juridique qui est adossée au parcours de M1 et qui implique la rédaction d'un mémoire de recherche avec soutenance, donc un mémoire un peu plus important et conséquent que le mémoire classique du parcours, sous la supervision d'un tuteur ou d'une tutrice dédiée qui a vocation à passer pas mal de temps avec l'étudiant ou l'étudiante encadrée. Et puis également qui suppose de suivre des enseignements spécifiques, des enseignements sur la recherche juridique, et puis une initiation aux innovations technologiques appliquées au droit. Et du coup, les étudiants qui suivent cette trajectoire recherche vont substituer cette trajectoire à un enseignement de la maquette à leur choix. Ce choix de la trajectoire recherche, il est à effectuer une fois que vous aurez été admis dans le M1, donc après admission. Et j'indique qu'il sera possible de suivre la trajectoire recherche en M2, mais simplement possible. Ça veut dire que vous pouvez aussi décider de ne suivre la trajectoire recherche que en M1, puis de ne pas la poursuivre en M2, ou encore de la poursuivre en M2 dans l'un des 3 masters de la mention qui propose cette possibilité, comme on va le voir sur la slide suivante. Donc la slide suivante, justement, c'est sur la poursuite d'études en Master 2. Donc voilà, donc
Dans la mention droit des affaires, comme je vous l'ai dit, il y a ce parcours de M1 et il y a 5 parcours de Master 2. Donc, je vous les ai indiqués ici. Il y a le M2 droit des affaires. Alors, tous les masters de Dauphine changent de numéro à compter de l'année prochaine, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, pour tous, j'ai indiqué l'ancien numéro, celui sous lequel ils sont connus en général actuellement, et puis le numéro réel à partir de l'année prochaine. Donc le M2 droit des affaires, l'actuel 214. Vous avez également le M2 fiscalité de l'entreprise, l'actuel 221. Le M2 ingénierie juridique et fiscale du dirigeant, qui est l'actuel 223 avec un nom un petit peu différent, patrimoine professionnel du dirigeant. Le M2 droit des assurances, connu également sous le nom de l'IAP, qui porte actuellement le numéro 286. Et puis le M2 administration, gouvernance et droit fiscal, actuellement 227. Donc en rouge, j'ai indiqué ceux dans lesquels il était possible de poursuivre la trajectoire recherche, donc droit des affaires, fiscalité de l'entreprise et droit des assurances. Parlons maintenant de la candidature pour le M1. Alors, les conditions d'accès ou les prérequis, c'est d'abord bien sûr d'être titulaire d'un diplôme national de licence ou d'un diplôme conférant grade de licence ou encore d'un diplôme équivalent et donc d'avoir validé les 180 crédits ECTS. Diplôme préparé à Dauphine ou bien sûr dans une autre université ou un autre établissement et d'avoir un diplôme de licence en droit ou éventuellement en droit-gestion ou en droit-économie, mais un diplôme en droit, avoir un niveau d'anglais solide qui permette de suivre des enseignements juridiques dans cette langue. Vous avez vu qu'il y avait énormément d'enseignements en anglais, particulièrement au semestre 2. Et donc, le prérequis, c'est d'avoir un niveau TOEFL 92, qui est un niveau C1 en réalité, que vous devrez justifier soit par un test de langue, soit par tout autre justificatif qui vous permettra de justifier de votre niveau de langue. Et puis ensuite, évidemment, on va regarder des éléments davantage qualitatifs comme les compétences, l'expérience professionnelle, l'expérience associative, éventuellement l'expérience internationale. On a indiqué également que la compétence en comptabilité est appréciée parce que ce master s'inscrit dans la continuité d'études à Dauphine qui sont assez axées sur la comptabilité, mais ça n'est pas un prérequis nécessaire. La procédure de candidature, elle se fait en 3 étapes. La candidature en ligne sur l'espace Mon Master. Ensuite, ça donnera lieu à une décision d'admissibilité. Donc, les étudiants et étudiantes admissibles seront convoqués pour des entretiens sur la base de leur dossier de candidature. Et à l'issue de ces entretiens, sera faite une liste d'admission. Je précise, vous allez le voir sur la plateforme Mon Master, que lors de vos candidatures en M1, on vous demande de choisir un M2. On vous demande quel M2 souhaiteriez-vous suivre si vous êtes admis en M1. Et donc là, vous avez un menu déroulant qui apparaît avec les 5 Master 2 de la mention. Et donc, vous devez absolument indiquer quel est le Master 2 de votre choix, parce que si vous êtes admis dans le M1, et que vous validez votre M1, bien sûr, cela vous garantira l'accès dans ce M2. Et ça n'empêche pas de candidater ensuite pour d'autres M2, mais là, à ce moment-là, ce sera sur dossier en raison des capacités d'accueil propres à chaque Master 2. Et j'attire votre attention sur le fait que parmi les 5 parcours de Master 2 de la mention droit des affaires, vous ne pouvez, dans ce menu déroulant, cliquer que sur un seul choix. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, dire le 214 et le 221. Vous devez choisir un Master 2. Ensuite, je voudrais vous dire quelques mots sur l'insertion professionnelle. Donc, il y a une enquête qui est menée au niveau de l'établissement Paris-Dauphine PSL sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Enquête qui est menée dans le cadre de la conférence des grandes écoles, à laquelle tous les membres se soumettent. Donc, la dernière enquête, elle date d'avril 2024 et elle donne des résultats globaux pour les masters de Dauphine de manière générale. Donc, on a le taux net d'emploi pour la promotion 2023. Donc pour Dauphine, 83,6%, comparé à celui de la conférence des grandes écoles, 85,8%. Ça s'explique évidemment parce qu'on a un certain nombre d'anciens étudiants qui poursuivent en thèse.
On a le nombre des diplômés ayant trouvé leur emploi en moins de 2 mois. Vous voyez que là, on a un score assez intéressant de 86,3%. Et la durée moyenne de recherche d'emploi de 2 semaines. Donc, c'est très, très rapide. Et puis là, j'ai mis un slide issu de cette enquête qui présente en fait les salaires annuels bruts, primes incluses, les salaires annuels bruts hors primes. Et donc, on voit que pour la promo 2023, le salaire annuel brut, prime incluse, c'est 48 000 quelques euros et hors prime, presque 43 000 euros. Et on se situe en dessus de la moyenne de la conférence des grandes écoles. Il y a des éléments beaucoup plus détaillés sur tout ça, mais je ne suis pas sûre que ça vous intéresse énormément dans la mesure où il s'agit de données globales de l'établissement. S'agissant plus précisément de l'insertion professionnelle des diplômés de la mention droit, on n'a pas d'études quantitatives, on a simplement des études qualitatives. Et on constate d'abord que la plupart des étudiants qui sortent du master droit préparent le CRFPA. Et on peut dire que nos diplômés ont rejoint des cabinets d'avocats, soit internationaux, soit français, des entreprises qui sont actifs dans des secteurs très variés, des établissements financiers, certains de la magistrature, des administrations, des autorités publiques, des organisations publiques, également les métiers de l'assurance. Et donc, tout ça met en évidence simplement la diversité des perspectives dans les métiers du droit des affaires, perspectives qui vont aussi, bien sûr, être un petit peu modulées selon le choix de M2 et pas seulement selon le choix de M1. Je voudrais dire aussi quelques mots sur la vie étudiante à l'Université Paris-Dauphine, particulièrement pour les candidats qui n'étaient pas à Dauphine pendant leur L3. Donc d'abord, le sport à Dauphine, on a un service de sport qui permet de pratiquer le sport sous toutes ses formes, que ce soit en mode loisir, en mode compétition, en mode santé, avec une offre pléthorique, une cinquantaine d'activités sportives différentes proposées sur le campus. Et 40% des étudiants ou étudiantes de Dauphine se sont inscrits justement dans une activité sportive proposée par l'université. Donc concrètement, on a une salle de sport dans les sous-sols du bâtiment et puis on peut participer à des tas de sports collectifs ou individuels. Dauphine est une université responsable et inclusive. Il y a donc une cellule de veille qui veille sur toutes les formes de discrimination, les violences sexistes ou sexuelles et le bizutage, et qui est là pour sensibiliser et accompagner nos étudiantes et nos étudiants. Et également, on a une mission handicap qui est chargée d'accueillir les étudiantes et les étudiants en situation de handicap, qu'il s'agit du handicap visible, mais aussi du handicap invisible, qui représente, on le sait, la plus grande part des étudiantes ou étudiants en situation de handicap et qui permet en fait d'aménager leurs études et d'accompagner leur insertion professionnelle. Il y a aussi une vie associative dynamique et très riche à Dauphine. Il y a 46 associations généralistes qui mobilisent 1600 étudiants. Ça veut dire que vous pouvez, dans tous les domaines, trouver une association qui vous intéresse, que ce soit le domaine des médias, de l'entrepreneuriat, des arts, de la culture, de l'accompagnement social, humanitaire et solidaire. C'est évidemment extrêmement varié. Et puis, il y a aussi des associations de filières. Et donc notamment au niveau du droit des associations des anciens étudiants des masters auxquels vous appartiendrez, qui organisent, elles, des événements plutôt comme des conférences débats ou des expositions ou comment on appelle ça, des événements autour d'un verre pour faire du réseau. Voilà, et donc cette mobilisation est soutenue par l'université, notamment à travers un dispositif de reconnaissance de l'engagement étudiant qui fonctionne en Master 2 et des espaces dédiés à la vie associative. Et également, Dauphine a un des plus importants réseaux d'alumni de l'enseignement supérieur français, près de 110 000 alumni en activité sur les 5 continents avec des chapters internationaux et une association qui propose également de nombreux services d'accompagnement. Voilà, merci de votre attention et donc nous allons pouvoir maintenant répondre aux questions si vous en avez. Et donc je vous propose que vous leviez la main pour poser vos questions et je voudrais simplement arrêter le partage si j'y arrive. Voilà. Comment je fais? J'arrive pas à arrêter le partage, donc c'est pas grave.
Je vais pouvoir prendre vos questions. Alors, Marie Priscilla. Il faut que vous allumiez votre micro pour pouvoir poser votre question. Marie Priscilla, il faut que vous allumiez votre micro qui pour l'instant est éteint pour pouvoir poser votre question. Ah, vous avez baissé la main. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois personne qui lève la main pour l'instant. Non. Dans le fil de... Alors, Anaë. Oui, bonjour. Je sais pas si bonjour, merci pour, cette intervention. Je voulais vous demander si, il y avait une grosse, proportion d'étudiants qui faisaient des années de césure, entre les 2 années de master? Et en général, pour faire quoi? Georges, tu peux répondre sur l'existant? Attendez, alors, est-ce que tu m'entends? Hop. Heureux. Pourquoi Voilà. Bonjour. Alors, c'est très variable selon les années. Il y a des années, il y a beaucoup de candidats, on n'est jamais allé au plus de 10 étudiants qui ont voulu faire des césures. Mais il y a d'autres années, on en a un. Donc c'est très variable. Mais généralement, on regarde, il y a une commission qui se réunit. Donc on examine votre projet, parce qu'il s'agit de nous soumettre un projet et la faisabilité de ce projet. D'ailleurs, ce qu'on vous demande plutôt, c'est des documents qui nous attestent que vous allez faire des stages ou que vous avez trouvé un emploi à l'étranger. Et dans ce cas-là, on vous donne assez facilement la possibilité de faire une césure. Mais ça dépend vraiment de la solidité de votre projet. Alors, j'ai vu un certain nombre de questions écrites dans le fil de conversation, donc je vais y répondre. Merci Georges pour l'alerte. Donc, d'abord, une personne demande si une attestation C1 d'un professeur d'anglais validé par un Erasmus suffit. Donc, je comprends en fait que vous avez effectué un échange en mobilité simple. Et dans ce cas-là, ce qui serait utile, c'est de pouvoir joindre l'attestation du professeur. Il faut qu'il ait un courrier en tête de son établissement, qu'on puisse l'identifier, retrouver son adresse mail, etc. Un mail avec son adresse professionnelle. Et puis surtout, il faut joindre votre relevé de notes dans lequel apparaît le fait que vous avez suivi un Erasmus dans une zone anglophone, donc où on voit des unités d'enseignement en anglais qui apparaissent dans votre relevé de notes. Donc en réalité, vous verrez dans la plateforme, idéalement, si vous avez un test, une certification, que ce soit le TOEFL ou une autre, vous pouvez la déposer. Si vous ne l'avez pas, on vous propose de fournir tout autre justificatif. Il faut que votre justificatif soit probant. Donc c'est à vous d'apprécier au cas par cas, selon la situation, la qualité de votre justificatif, mais il n'y a pas une obligation formelle de passer un test d'anglais d'ici la fermeture fin mars de la plateforme. Donc ensuite, j'ai vu une question qui concerne Campus France. On n'a pas d'exigence spécifique par rapport à ça à Dauphine, c'est-à-dire qu'il faut que vous regardiez sur le FAQ de mon master, ce qu'il est indiqué par rapport à Campus France. Moi, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas encore fait la sélection, vu que, comme je vous ai dit, je ne suis pas encore responsable du master. Je ne sais pas si, Georges, tu as déjà eu l'expérience de on a toujours eu deux filières. En fait, il y a des gens qui passent par Campus France et Campus France nous demande d'examiner les dossiers. Et puis, on a eu aussi des candidatures spontanées de la part d'étudiants étrangers qui s'inscrivent sur mon master et qui candidatent avec les autres étudiants. Voilà. Donc les deux filières sont possibles. Ok, merci.
Alors, une question de Jeanne. La sélection des candidats est-elle effectuée par les responsables des mentions de Master 2 ou les responsables du M1? La réponse est que la sélection est effectuée par les responsables des parcours de Master 2, pas des mentions, des parcours de Master 2. Et c'est la raison pour laquelle vous devez indiquer dans la plateforme le Master 2 que vous choisissez, puisqu'en fait, la logique du système LMD, c'est que vous entrez dans un Master, qui est une formation sur 2 ans, donc vous indiquez à l'avance le Master de votre intérêt, et c'est l'organisation interne qui fait que le M1 est un parcours qui est global et commun à différents Master 2. Le niveau d'anglais est-il vérifié lors de l'entretien? Oui, bien sûr, a fortiori pour ceux qui n'auraient pas fourni un certificat, enfin un test officiel. Concernant le parcours recherche, est-ce qu'on doit candidater directement sur la plateforme Mon Master? Non, je l'ai bien dit dans la slide correspondant au parcours recherche. C'est une fois que vous êtes admis dans le M1 de votre choix, et c'est valable aussi d'ailleurs dans d'autres parcours de M1 de Dauphine, hein, pas seulement dans le M1 de la mention droit des affaires. Ce parcours, il est commun à l'ensemble des formations à Dauphine. C'est une fois admis dans le parcours de M1 que là, vous pouvez choisir le parcours recherche. Alors, quel est mon avis? Une personne qui me dit: «Je suis à l'Institut catholique, certains ont un regard assez critique vis-à-vis des écoles privées». J'ai envie de vous dire, mon avis importe peu puisque de toute façon, c'est pas moi qui vais faire la sélection. Heu, Joël, tu veux compléter? On n'a pas de, j'ai envie de vous dire, on n'a pas de religion sur le sujet, mais cette année, par exemple, on a des étudiants qui sont entrés en M1 qui venaient de la Catho de Paris, et parfois on a eu aussi des étudiants de la Catho de Lille. Il n'y a pas d'obstacle. Moi, j'ai jamais vu d'obstacle de principe. Après, tout dépend de votre dossier, hein. Il fait l'objet d'une analyse et puis après de l'entretien que vous allez subir. Il n'y a pas d'obstacle de principe sur le seul fait que parce que vous venez de la Cato ou d'une école de commerce ou autre chose. Alors, il y a Amalek qui dit que dans mon master, il ne peut mettre que les moyennes finales par semestre, de sorte que s'il fait un double diplôme, il a 2 moyennes, est-ce qu'il peut les indiquer? De manière générale, j'ai envie de vous dire que tous les éléments que vous pouvez fournir et qui sont intéressants, vous avez intérêt à les fournir. Donc, quand on vous propose de mettre une pièce complémentaire ou des choses comme ça, à ce moment-là, évidemment, c'est toujours intéressant de fournir le plus d'informations possible. Donc, oui, quand il ne s'agit pas de cases à remplir, à ce moment-là, communiquez l'ensemble des relevés dont vous disposez. Comment est-ce qu'on voit les élèves venant de Paris 2? Normalement, comme les autres. Tu veux répondre quelque chose? La question, c'est comment voyez-vous les élèves venant de Paris 2, Panthéon-Assas? Il n'y a pas de... On ne les voit pas comme... Comme les autres. Comme les autres, oui. Bon, pour tout vous dire, moi, j'ai fait mes études à Paris 2, donc je ne vais pas vous dire que je les regarde avec un œil torve et négatif, hein. Voilà. Non, on les regarde comme les autres. Alors, faut-il avoir la certification TOEFL avant de candidater, avant de la joindre au document au master et de justifier? Non, justifier la rentrée de septembre, c'est trop tard, hein. Il faut justifier dans votre dossier, puisqu'on va examiner vos candidatures. Donc, il faut pouvoir justifier d'un niveau d'anglais, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Soit le niveau C1, vous le justifiez parce que vous avez un test TOEFL, soit vous pouvez produire un autre test, soit encore un autre justificatif. En revanche, si vous ne produisez aucun justificatif, votre candidature ne pourra pas être recevable, et donc on ne va pas vous dire: «Ah bah, on attend la rentrée pour vérifier votre niveau», parce que si vous ne l'aviez pas le niveau, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas marquer dans l'outil «oui peut-être» selon le niveau. Ça, c'est malheureusement pas possible vu la manière dont les choses sont organisées sur mon master. Alors, l'équivalence en crédit ECTS d'un bachelor. En fait, il faut que vous ayez un diplôme conférant le grade de licence. Donc, ce n'est pas forcément un diplôme de licence, mais c'est un diplôme qui confère le grade de licence. Donc, c'est à vous de vous renseigner sur la question de savoir si votre diplôme confère ou non le grade de licence. Ce n'est pas à moi de connaître l'ensemble des diplômes délivrés en France ou à l'étranger pour dire s'ils confèrent le grade de licence. Mais normalement, vous pouvez, dans votre établissement, vous renseigner pour savoir si votre diplôme confère le grade de licence en droit.
Voilà pour cette question. Alors, ce serait mieux que vous puissiez vous poser vos questions à l'oral, ce serait plus agréable parce que parfois c'est plus clair et puis ça m'oblige à lire tout ça. Alors, Rita, Oui, bonjour. En fait, moi, j'avais une question. Si on n'a pas le parcours M1 plus M2 que l'on souhaite, ça se passe comment du coup? si vous n'avez pas le parcours M1 plus M2 que vous souhaitez, eh ben, sur mon master, après vous avez une procédure de deuxième appel pour les masters qui ne sont pas complets, qui refont un appel un peu plus tard. Voilà comment ça se passe. Mais même pour les masters de Dauphine, du coup. Oui, évidemment. Ok. D'accord, merci. Alors, concernant les inscriptions, devons-nous obligatoirement être issus d'une licence de droit ou est-ce qu'on peut candidater après la validation d'un M2 en finance? En principe, une licence de droit. En principe, il faut une licence de droit pour le M1 DAF. Alors, il y a certains directeurs de M2, quand ils recrutent des étudiants directement à l'entrée de M2, qui n'exigent pas forcément des diplômes de droit en raison de la spécificité du M2. Je pense par exemple, si vous avez un master de finance et vous candidatez pour le droit fiscal, ça peut avoir un sens. Voilà. Maintenant, si vous candidatez pour la gestion de patrimoine, je ne pense pas qu'on va vous le droit notarial, je pense que ça n'aura pas ça risque pas d'être couronné de succès. Voilà. Donc, tout dépend du M2 que vous voulez faire. Et moi, je répondrais dans le même sens que mon collègue Georges Decoq en disant que pour candidater en M1, il faut vraiment une licence en droit. En revanche, ce type de passerelle auquel vous pensez est davantage envisageable pour rentrer en M2 directement. Parce qu'au regard des différentes capacités d'accueil, il y a une entrée en M1 et puis les différents M2, mais c'est un peu propre à chacun, recrutent en M2. Et certains M2 recrutent massivement au niveau M2 d'ailleurs, à Dauphine. Donc là, il faut vous renseigner dans les conférences de présentation des différents M2 qui vont avoir lieu jeudi, je crois, en tout cas dans les prochains jours. Mais l'idée de rentrer en M1 sans licence de droit avec un M2 finance ne paraît pas la meilleure idée. Il vaut mieux chercher quel M2 en droit pourrait peut-être correspondre à vos attentes et votre parcours. Alors, est-ce que je peux détailler les modalités d'entretien? Non, je ne le peux pas. Je ne peux pas détailler les modalités d'entretien. Elles seront fixées un peu plus tard. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce sont les responsables de M2 qui organisent les entretiens pour les étudiants qui ont candidaté pour le M1 en préchoisissant le M2 dont ils sont responsables. Est-ce qu'on peut faire le master en alternance dès le M1? Non, ça n'est pas possible. Certains masters sont en alternance, certains M2, vous avez vu tout à l'heure. Pour les masters, j'avais affiché la liste de ceux qui permettent de le faire en alternance, mais en M1, non, ça n'est pas possible. C'est un M1 uniquement en formation initiale. Un échange durant le semestre 2 du M2. Oui, effectivement, je me rends compte que je crois que j'ai oublié la page sur les échanges dans cette version des slides que je vous ai présentés. Je l'avais préparée. Donc, au deuxième semestre, il y a la possibilité de faire un échange mobilité simple, ce qu'on appelle la mobilité simple. Vous partez un semestre dans une université partenaire. Ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que ces échanges, ils sont gérés au niveau de l'établissement Paris-Dauphine. Et concrètement, pour pouvoir faire un échange en année N, il faut avoir candidaté en année universitaire N-1. Ce qui veut dire qu'il faut être en licence à Dauphine pour pouvoir candidater pour faire une mobilité en master. Voilà, donc pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est donc comme ça que ce sera l'année prochaine. Donc, je ne peux pas vous faire croire que si vous arrivez de l'extérieur, vous avez une possibilité de partir en mobilité en M1, car ce ne serait pas conforme à la réalité. Donc, il y a des possibilités d'échange au deuxième semestre, mais la procédure de candidature fait qu'il faut candidater à une date à laquelle vous ne savez pas encore si vous êtes dans le M1. J'ajoute que c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu avoir beaucoup de cours en anglais au deuxième semestre. C'est aussi une manière d'ouvrir
d'offrir cette ouverture à l'international aux étudiants ou étudiantes qui ne partiraient pas en mobilité, mais qui seraient quand même exposés par ce biais à des enseignements dans un environnement international. Tu veux ajouter quelque chose, Georges, là-dessus ou non, Non. Alors, vous avez la faculté quand même de demander une année de césure si vous voulez partir à l'étranger dans lequel vous prévoyez des choses à l'étranger. Donc, c'est à la fin du M1. Là, vous êtes dans l'année N-1, qui est l'année M. Et au lieu de faire votre M2, vous partez un an en échange. Voilà. Alors, le M1 DAF permet-il d'être éligible à postuler pour réaliser un LLM dans une des universités partenaires entre le M1 et le M2? Georges, tu veux répondre à ça? À ma connaissance, le M1 DAF ne donne aucune priorité. Non, vous n'avez pas, le M1 DAF en lui-même ne donne aucune priorité. La seule priorité qu'on ait pour les LLM aux États-Unis, c'est quelques étudiants du 240. Mais c'est le 240 qui a... Parce que nos partenaires américains préfèrent des étudiants de M2 à des étudiants de M1. Et donc, on a quelques places avec nos partenaires américains. Et généralement, ils sont préemptés par les étudiants du M2 240. Ok, alors la question suivante, c'est les étudiants ayant redoublé une année universitaire sont significativement désavantagés. J'ai envie de vous dire oui, parce que je vous dis tout à l'heure, c'est une capacité d'accueil quand même restreinte, hein. Je vous ai dit 45 places, donc c'est pas énorme. J'ai remis la slide d'ailleurs où c'est marqué. Donc, tout dépend, j'ai envie de dire, si vous avez redoublé votre L1 et que derrière vous avez fait une très bonne L1 et que vous avez une mention en L3, j'imagine que c'est pas un handicap. En revanche, si vous avez redoublé votre L3 et que vous avez globalement un dossier moyen, vous allez vous trouver en concurrence avec des étudiants qui ont des bien meilleurs dossiers. Et comme il y a très peu de place, effectivement, c'est le principe de la sélection. Donc voilà. Alors, quelqu'un demande les attentes en termes de notes et de mentions. On ne peut pas vraiment dire les choses comme ça parce que ça va dépendre aussi. On va regarder les matières, les UE en fait, dans lesquelles vous avez obtenu des notes. On va regarder votre appétence justement pour le droit des affaires à travers les notes que vous avez obtenues dans les matières qui se rattachent au droit des affaires. Puis on va regarder quand même aussi votre profil, si vous avez fait des stages, etc. Donc il n'y a pas un calcul d'une barre ou d'une moyenne de manière par un algorithme. C'est pas comme ça que ça se passe. Les responsables de master rentrent vraiment dans le détail des dossiers et un profil d'étudiant, c'est pas seulement une moyenne ou une mention. Maintenant, c'est sûr que si vous avez une mention très bien, ça vous donne de bonnes chances, mais ça ne veut pas dire que si vous l'avez pas, vous n'avez pas de chance. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Alors, le suivi de cours en anglais au sein de notre plaquette de licence avec l'obtention d'une bonne note dans ces matières peut-il constituer un avantage dans l'appréciation de notre niveau d'anglais? Oui. Un avantage, non, mais un élément probant en tout cas. La rentrée retardée sera-t-elle de mise en 2025? Je ne comprends pas cette question. Marie-Priscilla, est-ce que vous pouvez prendre la parole et vous exprimer à haute voix? Non, mais moi, je ne peux pas répondre aux questions que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire la rentrée retardée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, tout est clair. Je vous ai dit tout à l'heure que la rentrée, elle était prévue le 1er septembre. Louis? Oui, j'avais juste une question par rapport aux possibilités d'échange pour le M1 au S2. Donc, si on est étudiant à Dauphine, c'est possible en L3? C'est possible, il faut faire votre candidature en L3 et plus précisément, en fait, il y a deux vagues de candidature et pour le S2, il y a une procédure de printemps qui a Oui. lieu en mars ou avril. Et donc, vous pouvez candidater, mais bien évidemment, ce sera sous réserve que vous soyez finalement admis en M1, mais ça vous permet de vous mettre dans le système, quoi. Et D'accord. votre place est sous condition suspensive de l'admission en M1. Oui, bien sûr. Ok, Voilà. merci.
Alors, je ne sais pas si vous avez répondu, mais lors des entretiens, nos connaissances seront-elles évaluées? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver que certains directeurs de M2 posent des questions. Mais c'est déjà arrivé. Et essentiellement, moi je l'ai vu pour le 214, le 221, essentiellement, mais ça peut arriver à tout moment, ça dépend de la tournure que prend la discussion, c'est très variable. Donc, ça dépend aussi si on voit une fragilité sur une matière qui nous semble fondamentale, et par ailleurs un dossier intéressant, on va vous tester un petit peu sur cette matière, ça me semble logique. Marie-Priscilla nous parle maintenant de la rentrée de février 2024. Je ne comprends vraiment toujours pas de quoi vous voulez nous parler. Georges a dit quelque chose, la rentrée de février, il n'y a pas de rentrée en février 24, donc ça n'a pas de sens. Il y a des candidatures qui sont... il y a deux calendriers de candidature, mais qui ne concernent pas le M1 DAF. Il y a la candidature de l'apprentissage qui est en ce moment, qui a débuté le 21 janvier et qui va finir le 22 février 2024. Et ça, c'est pour les M2 ou les M1 en apprentissage. En revanche, le calendrier pour la formation initiale qui est la nature du M1 DAF, ça sera classiquement les candidatures sur le master avril-mai et audition en juin. Voilà. Okay. Voilà, je vous ai remis la liste des M2 rattachés à ce M1. J'indique d'ailleurs, je vous rappelle que tous les étudiants doivent s'inscrire sur mon master, y compris les étudiants qui sont en L3 Dauphine. Non, ça c'est sûr. Oui, non, mais je préfère le rappeler. Il n'y a pas d'automaticité. Même si vous êtes en M2, L3, DMGO et que le M1 vous est ouvert, vous avez la nécessité de faire cet acte de candidature. Ouais, on leur a déjà rappelé avec Juliette la semaine dernière, mais c'est pas mal de le redire. Jeanne. Oui, excusez-moi, je voulais juste avoir une précision. Vous l'avez mentionné, mais c'était juste pour être sûr. Donc, si on souhaite postuler au 214 et au juriste financier, on ne peut pas postuler aux 2 mentions de Master 2 sur la plateforme Mon Master. Ah si, vous avez mal écouté, Jeanne, ou alors c'est trop subtil. C'est très subtil, mais c'est vrai que c'est subtil. En fait, vous choisissez, vous postulez sur autant de parcours de M1 différents que le nombre total de choix le permet. 10 choix sauf erreur. Et le M1 DAF et le M1 droit de l'entreprise sont 2 parcours de M1 différents. Puisque et de même que le M1 droit européen et international des affaires est encore un autre parcours de M1. Et vous postulez sur autant de parcours de M1 que vous voulez. Donc, votre exemple qui était le 214 et le M2 juriste financier, c'est tout à fait possible de postuler sur ces 2 parcours puisqu'ils se rattachent à des M1 différents. Donc, concrètement, vous allez candidater dans le M1 droit des affaires et fiscalité en cochant que le M2 qui vous intéresse est le 214 et vous allez aussi candidater dans le M1 droit de l'entreprise en cochant que le M2 qui vous intéresse est celui de juriste financier et ça comptera comme 2 choix. La chose qui n'est pas possible, c'est de candidater dans le M1 droit des affaires et fiscalité en disant moi les 2 M2 qui m'intéressent c'est le 214 et disons le 221 ou le 286 droit des assurances. Là ça n'est pas possible, pourquoi? Parce que ça se rattache au même M1. Or pour un M1 donné, vous pouvez cocher un seul choix de M2. Est-ce que c'est plus clair, Jeanne, comme ça? D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, j'ai compris. Voilà. Et effectivement, j'ai pu affiner ces éléments en échangeant avec la responsable de mon master à Dauphine vendredi, de sorte que la discussion informelle qu'on avait pu avoir ne me permettait pas de vous répondre aussi clairement parce que je n'avais pas ces éléments d'information. Nathan. Oui, bonsoir. Je me demandais si notre vœu de M2 fléché, par exemple le 214, était refusé, est-ce que notre candidature serait examinée pour les autres M2
ou bien ce serait pas le cas? Non, ce ne sera pas le cas, justement, puisque D'accord, vous devez indiquer un choix de M2 et votre candidature elle est examinée en fonction des choix de M2. d'accord, et donc ce sera Donc, pas. Ouais, pour dire les choses plus clairement, il ne faut pas faire d'erreur sur son choix de M2 rattaché au M1 dans lequel on candidate, quoi. d'accord, merci. Voilà. Par contre, vous pouvez multiplier les candidatures dans des M1 différents de l'université. L'exemple que je donnais tout à l'heure, en pensant au parcours droit des affaires et fiscalité, au parcours droit européen et international des affaires et au parcours droit de l'entreprise. Ça, c'est possible. D'accord. Et là, c'est vous qui, en fonction des choix, c'est vous qui redevenez maître du choix finalement, dans ce cas-là. D'accord. Et si on multiplie ces candidatures, ce sera pas, Ça compte comme plusieurs choix. oui, ce sera pas mal perçu. On- On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne s'est encore jamais trouvé dans cette situation. Et Georges, qui est responsable de droit de l'entreprise et qui est face à moi, me dit qu'on ne sait pas. En tout cas, moi, pour moi, en tant que responsable du droit de l'entreprise, je devais pas mal le percevoir. Je ne sais pas comment mes collègues vont le percevoir, mais il y a une chose, je ne suis même pas sûr qu'on puisse avoir cette information. Oui, c'est même pas sûr parce qu'on va avoir des listes pour chaque parcours. On ne va pas s'amuser à croiser les listes. On a déjà beaucoup de travail pour aller examiner les candidatures. On ne va pas en plus aller croiser les listes. Hein. Théoriquement, on n'a pas cette information. On n'est même pas censé avoir le droit de l'avoir, en fait. Je ne sais pas. Mais je sais que moi, dans le passé, j'ai pas les étudiants disaient 214, 240, etc. Mais on n'avait pas de, on savait pas exactement ce qu'ils faisaient. Hein. D'accord, merci. Héloïse. Héloïse, je ne vous entends pas. Vous avez levé la main pour poser une question. Vous êtes encore là, plus là? Le micro qui ne marche pas. Quelle est la moyenne? Le micro ne fonctionne pas. Eh bien, posez votre question par écrit, Héloïse. Quelle est la part d'étudiants non dauphinois sélectionnés? On ne peut absolument pas répondre dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de présentation, si vous avez bien écouté, on a 3 parcours qui sont nouveaux et qui sont issus d'un éclatement d'un seul parcours. Donc, on n'a pas du tout de données sur ces nouveaux parcours. Et en tout cas, l'idée, c'est de dire qu'on va examiner la qualité des dossiers avec un regard égal, qu'il s'agisse d'étudiants dauphinois ou non dauphinois. Mais on est quand même contraint par notre capacité d'accueil, qui est limitée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc 45 places dans le M1, droit des affaires et fiscalité. Donc, Héloïse, vous voulez nous écrire votre question ou pas? Non, apparemment. Non, mais en fait, je me suis connectée sur l'ordinateur d'Éléonore. Ah, ok. Du coup, voilà. Ma question, elle relève de ce que vous aviez dit plus tôt. Vous avez dit qu'il fallait choisir son M2 donc avec prudence parce que si on n'est pas pris dans le M2 sélectionné, on sera notre candidature pour le M1 et les autres parcours, donc sera isolée si on n'est pas pris dans ce M2, si j'ai bien compris. En fait, c'est pas exactement ça parce que, disons que vous candidatez pour un M1. Mon master, c'est une plateforme de candidature en M1, mais vous indiquez par avance votre choix de M2. Et nous, notre organisation fait que ce sont les responsables des M2 qui, chacun, examinent les dossiers des candidats qui ont marqué une préférence pour leur M2. Mais la réponse qu'on vous donnera, ce ne sera pas que vous n'êtes pas pris pour le M2. La réponse, c'est que vous ne serez pas pris pour le M1. Oui, c'est comme ça que ça se présente, techniquement. Oui, ça c'était très clair. Ma question, en fait, elle était plutôt de l'ordre de savoir comment est-ce qu'on fait pour se placer. Parce que, par exemple, si on sait avec certitude qu'on veut faire ce M1, vaudrait mieux se placer dans un M2 dans lequel on aurait plutôt plus de chances, qui nous permettrait d'avoir le M1. Si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, Je si le vois très M2 bien ce que vous voulez dire, 214 mais est très sélectif, on n'aurait peut-être pas intérêt à le demander. je vois très bien ce que vous voulez dire, mais ça me semble quand même pas très logique parce que vouloir absolument faire un M1
en étant indifférent au M2, ça me semble quand même une démarche un petit peu curieuse, dans la mesure où un master, c'est sur 2 ans, que les différents masters de la mention droit des affaires sont quand même assez différenciés en termes de contenu, de matière, etc. Donc, se dire, je vais faire ce M1 à tout prix, quel que soit le M2 derrière, me semble une démarche un peu curieuse. Donc, moi, je pense qu'il faut candidater pour le M2 qui vous intéresse le plus, en sincérité, quoi, tout simplement. Oui, oui, bien sûr. Sauf si votre dossier est vraiment très, très fragile, etc. Mais c'est un point dont on pourra éventuellement reparler dans un autre contexte si vous le souhaitez. D'accord, merci infiniment. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Bon, je crois que ces présentations, elles seront visibles en replay de toute façon. Donc, si vous voulez revoir notamment défiler les slides, n'hésitez pas. Et puis, toutes les conditions d'admission, etc., seront de toute façon présentées sur les pages de mon master qui normalement ouvre aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui vient de rejoindre la conférence, c'est dommage, c'est l'heure de fin, qui demande si on doit postuler au M1 en choisissant en même temps le M2. La réponse est oui. C'est ce qu'on s'est évertué à expliquer. Vous candidatez pour le M1 en faisant un choix de M2 dans la plateforme. Et le M2 en question, si vous êtes admis dans le M1, vous avez un accès garanti dans le M2, puisque un master, c'est sur 2 ans. En revanche, les possibilités ensuite de changer d'orientation du M2, ce sera toujours sur dossier. Il n'y aura aucun droit à changer de M2 en raison des capacités d'accueil propres à chaque parcours de M2. Méline. Non, il y a Louis qui a levé la main, mais Louis, je ne sais pas si ce n'est pas une question que vous avez posée tout à l'heure, vous n'avez pas baissé votre main. Si, Donc, on tout va à donner fait. la parole à Méline en attendant que vous Pardon. réfléchissiez à votre main levée. Méline. Merci. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Alors, je sais que c'est une réunion de présentation du M1 et pas des M2, mais juste concernant le M2, administration, gouvernance et droit fiscal, c'est pas tellement un M2 qui est conseillé en formation initiale ou... Ouais, il est plutôt fait pour des professionnels qui travaillent dans des administrations, n'est-ce pas, Georges? Alors, moi, je peux vous donner une expérience passée. J'ai eu un étudiant en M1 qui voulait absolument faire du fiscal et les directeurs du 221 ne voulaient pas de lui. Alors, il s'est inscrit en formation initiale dans le M2 administration gouvernance, il a été pris. Il était effectivement avec beaucoup alors c'est un M2 dans lequel il y a beaucoup de fonctionnaires étrangers qui viennent, parce que ce M2 est fait en collaboration avec le Trésor et des gouvernements étrangers qui envoient leurs fonctionnaires de l'administration fiscale. Donc c'était un étudiant qui avait vos âges, 21, 22, 23 ans, et il s'est retrouvé avec des professionnels de la fiscalité qui avaient 35, 40 ans. Ça l'a pas mal dépaysé, mais il a ensuite fait les DAC, vous savez, le barreau du Hauts-de-Seine, il est sorti major de l'EDAC, et maintenant c'est un avocat fiscaliste qui a un réseau de fiscal international grâce à tous les étudiants qu'il a rencontrés, tous ces étudiants en formation et apprentissage qu'il a rencontrés pendant cette année, et il ne regrette absolument pas d'avoir fait ce master. Donc évidemment, il n'a peut-être pas la notoriété du 221, en tout cas auprès des étudiants en formation initiale, mais c'est un très très bon master, et c'est un master très intéressant par le réseau et le carnet d'adresses qui permet d'acquérir très rapidement. Merci, D'accord, Georges, merci pour beaucoup. ces explications intéressantes et précises. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? La rediffusion de la conférence, ce sera sur le site, vous allez voir sur le site, ce n'est pas nous qui nous occupons de ça, il y a des personnes qui vont s'en occuper. Il n'y a pas de contact direct, donc voilà, vous avez des réunions d'information collectives et vous candidatez ou vous candidatez pas. On ne peut pas se permettre d'assurer des entretiens individuels avec l'ensemble des personnes intéressées pour candidater, mais ces forums servent à ça, donc si vous voulez nous exposer votre question en quelques minutes, c'est quelque chose d'envisageable. Je m'adresse à Jean Idric Kondo.
Vous pouvez prendre la parole, Jean, pour Oui, oui, présenter votre oui, question. oui, bonsoir tout le monde. Oui, on vous écoute. Mon parcours est un peu atypique. Moi, j'ai une licence et un master 1 en Afrique. Je viens directement du Togo. En fait, j'ai rejoint ma famille ici par regroupement familial et je souhaiterais, dans la poursuite de mes études, candidater, dans votre université parcours droit fiscal. Et je souhaiterais reprendre le M1. Maintenant, bon, c'est vrai que je ne vous ai pas rejoint très, très tôt, mais j'ai accusé un petit retard suite à mon retour à la maison. Donc, j'ai pas eu assez d'informations sur le... Mais vous allez regarder la conférence en replay à ce moment-là. Comme ça, Pardon? vous allez regarder la conférence en replay et comme ça, vous aurez toutes les informations. Ok, Il n'y a pas de parcours droit fiscal. C'est un parcours droit des affaires et fiscalité pour commencer. D'accord? d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon pour tout le monde. Bon, de toute façon, on est censé ne pas trop dépasser le temps. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres présentations derrière sur le dernier créneau ou pas. Merci à toutes et tous de votre attention. Et donc, on vous souhaite de bonnes candidatures sur la plateforme Mon Master. Et peut-être à Merci. bientôt à Dauphine. Au revoir. Merci, au revoir. Beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.